Nous sommes ces nouvelles générations de pensée qui refusant tous les a priori, les destins tout faits, des échecs programmés, toutes les fatalités contemporaines. Ici, au Grand Voisin, dans l'amphithéâtre Le Long, construit en 1957, en face du bâtiment Pinard, là où plein de Parisiens sont nés. Dans ce qui est encore un petit peu, jusqu'à la fin de l'année, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, nous continuons donc cette guerre sans merci contre la misère matérielle et morale qui touche les plus démunis de toute couleur, tout âge, toute classe et tout sexe, pour lutter contre les idées fausses, les passions tristes, pour des civilisations en fait libres et solidaires. Ici, chaque mercredi, par les lettres, par les sciences et par les arts, nous proposerons une réponse, des idées de raison et d'ambition aux problèmes idéologiques de notre temps, que ce soit sur le réchauffement climatique, avec la séance Saltan pour qui, que ce soit sur l'économie sociale et solidaire, peut-elle sauver l'économie. Il y a 15 jours, lors de la séance sur l'éducation, nous avons vu avec une large participation du public apprendre à apprendre est un peu douloureux, et encore douloureux pour beaucoup de personnes. La semaine prochaine, ce sera À quoi bon travailler avec Jean-Luc Muller et Bernard Stiegler. Mais aujourd'hui, nous abordons le racisme, c'est-à-dire sommes-nous racistes? Sommes-nous soumis à une idéologie qui prend des sous-groupes géographiques, qui les classe, mais surtout qui les distingue et qui les hiérarchise? Sommes-nous soumis à cette fatalité également? Donc, avec Pierre-Henri Gouillon, biologiste, avec Kamel Moka de l'équipe médiation d'Aurore, et avec Cécile Stola de l'association Élan Interculturel, nous allons essayer de traiter ce problème. Merci. Merci d'éteindre vos portables. Petit truc, merci d'éteindre vos portables. Il y a la forêt de témoignages dans l'entrée. N'hésitez pas à laisser vos témoignages. Merci, c'est à vous. Kamel, je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, merci d'être venu. En tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie en assemblée comme ça. C'est un peu impressionnant. Donc, voilà. Donc, moi, on m'a proposé de faire cet exercice un peu compliqué parce que j'avais vécu certaines choses et qui m'ont permis par la suite d'évoluer dans cette société. Entre-temps, je me suis laissé piéger par Frédéric, merci. Et voilà, donc moi je m'appelle Kamel, je travaille ici au Grand Voisin, je suis dans l'équipe médiation. Ça va faire à peu près 4 ans et demi que je suis ici. Mon rôle en fait au sein de Aurore, c'est de gérer un peu la vie quotidienne du site, donc la gestion des conflits, l'accompagnement des personnes en difficulté, dans des situations de précarité, d'être toujours disponible pour l'écoute et si possible rendre service quand on peut le faire. En même temps, je fais un peu de sécurité, on casse des murs, on ouvre des portes. Donc voilà. Donc par contre, voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment moi j'ai vécu comment je vois le racisme. C'est un peu plus complexe parce que peut-être que il est différent à chaque personne. Donc que ça soit. Après, je vais être un peu. Je vais vous parler clairement. Quand je parle de rebeu ou de renois, il ne faut pas vous offusquer. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de parler. Donc quand on est rebeu, on a une façon de voir les choses. Quand on est renois aussi. Et après, ainsi de suite. Donc moi, je suis un rebeu. J'ai grandi dans un quartier populaire de 6000 personnes à Créteil. Moi, tout au début de ma vie, concrètement, j'étais dans l'insouciance totale. Ni racisme, ni couleur, ni rien du tout. Tout le monde était pareil. Il y avait des kermesses, il y avait des fêtes de quartier, des balles populaires, tout le monde s'amusait. Petit à petit, j'ai vite compris que ma différence, en fait, mes origines, étaient pour certains un problème. Donc de là, on commence à se forger un petit caractère et à savoir que les gens qui vous regardent en face ne vous voient pas de la même manière. Donc petit à petit, on rentre nous-mêmes en contradiction avec ces gens-là et à commencer à être des rebelles et à vouloir imposer notre façon de voir les choses et de voir
de lui montrer qu'on n'est pas différent, mais simplement que lui, c'est juste un con. Mais malheureusement, ben, toute la société, limite, elle te fait comprendre que c'est comme ça. T'es un rebeu, t'es un mec de cité. Ben, voilà. Donc le racisme, pour moi, il a commencé culturellement par mes origines. Et après, par mon lieu d'habitation, je pense, parce que j'étais un jeune de cité. Donc ça ne m'a pas facilité les choses par la suite. J'ai grandi comme ça, j'ai commencé à m'affirmer comme ça. Par la suite, je me suis mis à rejeter tout ce qui était français. Donc je me suis identifié à mes origines. Vu qu'on me les reproche, automatiquement, je me suis rabattu sur ce que je connaissais. Donc mes origines, c'était l'Algérie. Et automatiquement, je revendiquais mes origines algériennes. Et tout doucement, je me suis approprié l'identité algérienne en rejetant tout ce qui était français. Malheureusement, quand je descends en Algérie pour les vacances, gros coup de massue sur la tête, on me fait comprendre que je suis français, pas algérien. Voilà. Donc là, à partir de là, je ne parle pas bien l'arabe. Je ne suis pas comme eux, je ne pense pas comme eux. Culturellement, j'ai pas la même ouverture. On n'est pas ouvert, on n'a pas la même vision des choses, en tout cas culturellement. Et donc, je rentre en France et grosso modo, je ne sais pas qui je suis en fait. Je suis français, pas français, algérien, pas algérien. Donc fuck. Écoutez, moi, je me rebelle contre tout le monde. Et puis, vu qu'on m'aime pas et vu que je vais faire ce que je fais, je m'en fous. Alors, on va faire simple et puis je rejette tout le monde. Je reste dans mon quartier. Je reste avec les gens qui me ressemblent, c'est-à-dire les gens de chez moi, de mon quartier. Et on se construit une idée comme ça, que tout le monde nous déteste, que tout le monde nous veut du mal. Et quoi qu'il arrive, que même si on allait déposer des CV pour essayer de trouver un emploi, limite, on est juste les remplaçants de nos parents qui sont ouvriers. Donc nous, forcément, on sera ouvrier, pas banquier, pas médecin, pas avocat, mais juste des ouvriers. On remplacera notre père qui partira à la retraite et on prendra sa place. Malheureusement, c'était comme ça, la façon de penser. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans mon quartier et qui était issu de la communauté cambodgienne, qui était issu de la famille royale cambodgienne, c'était des réfugiés. Et en 92, ils sont repartis s'installer d'abord dans un premier temps en Malaisie et après par la suite au Cambodge, puisque son grand-père, qui était le roi Norodom Sihanouk, paix à son âme, avait repris le pouvoir suite au conflit des Khmers rouges. Donc cet ami-là en question m'a fait venir en Malaisie. Et là, nouveau choc culturel, parce que là-bas, en fait, à chaque fois qu'on me demandait d'où je venais, je leur disais je suis français. Et j'étais super content parce que tout le monde était content de connaître des Français. Voilà. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'étais heureux de dire que j'étais français, que j'habitais à Paris, la ville du luxe, de la mode, le raffinement. Et pendant 1 an et demi, comme ça, j'ai vécu en tant que Français, super content d'être Français. Je me suis complètement identifié, j'ai oublié mes origines carrément. Heureux d'être un vrai Français, patriote et tout. Donc le 14 juillet, on les fêtait à l'ambassade de France en Malaisie. Voilà quoi. Donc après, malheureusement, au bout d'1 an et demi, je suis retourné en France et là, on m'a rappelé que j'étais originaire d'Algérie. Arrivé à la douane, vu que j'étais parti avec un passeport algérien parce que je n'avais pas fait mon passeport français, comme j'ai la double nationalité, en fin de compte, j'ai préféré partir avec le passeport algérien, c'était plus pratique. Et le douanier m'a fait comprendre que j'étais pas le bienvenu, quoi. Il m'a regardé, il m'a dévisagé, il m'a remis à ma place. Donc malheureusement, après 1 an et demi, je me rends compte que je suis vraiment français. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont tous nés sous l'époque de l'Algérie française. Ma mère est née sous l'Algérie française. Moi, je suis né en France, j'ai fait l'armée française. Donc, je ne voyais pas pourquoi moi, je devais rentrer dans les cases des gens qui voulaient me mettre dans ces cases-là. Et donc, j'ai fait mon parcours comme ça tout au long de ma vie, par la suite, en essayant de casser les clichés et de me battre contre les préjugés culturels, sociaux. Parce que concrètement, je pense que le racisme, en fait, il est plus lié à un environnement. Moi, je me suis retrouvé dans une famille extrêmement aisée au Cambodge. Et les Français que je trouvais qui étaient pour moi racistes dans un premier temps,
vu que j'étais dans cette famille et qu'ils avaient besoin d'avoir certains accès sur ce pays-là, ben, ils étaient bien contents de me rencontrer, de me connaître et d'être avec moi. Et j'ai compris que financièrement, le racisme, il n'existe pas en fait. Il n'existe que quand on n'a pas d'argent ou que quand la personne, malheureusement, ne veut pas avoir l'esprit ouvert. Moi, j'avais mon voisin juste au-dessus de chez moi à l'époque. Il collait les affiches du FN. Tout le monde le traitait de gros raciste, je me rappelle. Et ma mère, à chaque fois qu'elle faisait un couscous, elle m'envoyait lui amener une assiette. Et je lui disais, mais maman, c'est un raciste, il nous déteste. Pourquoi tu lui ramènes du couscous? Elle me dit, lui, ici, dans sa tête, il ne sait pas pourquoi il nous aime. Son ventre, il sait pourquoi il nous aime. Voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Et je l'ai rencontré encore il y a peut-être 6 mois de ça. Et la seule chose qu'il se rappelle, c'est de moi, de mes frères, de ma mère, tout ça. Et il se rappelle du couscous de ma mère. Il était super content et tout de me revoir. Et, voilà, en fin de compte, il n'était pas plus raciste qu'un autre. Tout simplement, peut-être moins ouvert d'esprit. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu racistes quand on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres. Et malheureusement, je crois que la télé, elle n'aide pas beaucoup non plus. Donc, j'ai peut-être aussi un reproche à faire à tous ces gens qui sont accrochés aux informations. Je vous invite à voyager, vous allez découvrir certaines choses et comprendre qu'on est tous pareils, en fait. Voilà. Alors voilà, donc moi je suis le biologiste de service ici. Alors la biologie, évidemment, les races, ça a à voir avec la biologie, donc c'est peut-être pour ça que je suis là. Alors d'abord, il faut que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé, l'histoire de la biologie. Je ne vais pas vous faire un cours complet, vous inquiétez pas. Mais comprenez que très rapidement, les humains, et même sans doute d'ailleurs avant même qu'on soit humain, on savait reconnaître qu'il y avait des êtres différents sur la planète. On a reconnu des formes différentes, des plantes, des animaux. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on a commencé à classer tout ça. Et au XVIIIe siècle, donc, on crée des systèmes qui permettent de classer les êtres vivants. On crée une nouvelle science que personne ne connaît, qui s'appelle la systématique, qui est la science qui fabrique des systèmes qui permettent de classer les êtres vivants. Alors au début, on est parti d'une idée très simple, c'est que la catégorie de base de la classification, c'était l'espèce, pour une bonne raison, c'est que dans la Bible, il est écrit que le Créateur a créé les espèces. Donc, on est parti des espèces. Bon. Et puis, on a regroupé les espèces. Alors, les espèces sont regroupées en genres, et puis les genres sont regroupés en familles, et puis les familles sont regroupées en classes, etc. Bon, il y a toute une hiérarchie de classification. Et dans les espèces, on a vu qu'il y avait des groupes qui pouvaient se reconnaître, et donc des groupes qui étaient presque des espèces, mais pas tout à fait, qu'on appelait des sous-espèces. Et puis d'autres groupes qu'on savait reconnaître, mais qui étaient très flous, et donc qu'on a appelé variété ou race. Ces deux mots existent dans la systématique. C'est des catégories floues. Toutes les catégories de la systématique sont floues, y compris la catégorie espèce. Alors, quand vous allez à l'école, on vous dit une espèce, un ensemble d'individus qui peuvent se croiser entre eux, mais pas avec les autres. Ce n'est pas vrai. Je vous préviens tout de suite, les espèces, elles n'arrêtent pas de se croiser entre elles. D'habitude, quand je fais ces exposés-là, je montre des photos tout à fait impressionnantes d'un éléphant avec une rhinocéros en train de faire des trucs tout à fait scandaleux. Mais bon, je n'ai pas trouvé utile de vous mettre des photos aujourd'hui, ça complique les choses. Mais surtout, je mets des photos d'hybrides de toutes sortes. Alors, vous savez que les chevaux, les ânes, on peut faire des hybrides. On dit que les mulets sont stériles, mais ils ne sont pas tous stériles, je vous préviens. Et puis les zèbres aussi, vous pouvez croiser les zèbres, les chevaux, les ânes, machin, faire des tas de trucs comme ça. Ça n'empêche pas que c'est des espèces, mais bon, il y a des possibilités d'hybridation. Et alors, la catégorie encore plus floue que la catégorie de race ou de variété, eh bien, c'est une catégorie encore plus floue. C'est-à-dire que c'est des individus qui ont une origine plutôt commune, géographique, et puis qu'on sait reconnaître grâce à certaines caractéristiques physiques. Le problème, c'est que les biologistes, après, là-dessus, sur les humains, ils se sont mis à délirer complètement, à fabriquer des catégories raciales dont ils ont prétendu qu'elles étaient extrêmement différentes, alors qu'en fait, je vous dis, c'est des catégories floues. Toutes ces catégories sont floues. Et la plus floue de toutes, c'est bien sûr la catégorie des races. Alors voilà, ça c'est la question. Donc du coup, la question se pose de savoir si jamais les races existent au fond. Et
Alors, j'avais envie de vous demander de faire un sondage parmi vous pour voir si jamais vous pensez que les races existent ou pas. Le problème, c'est que c'est difficile de répondre à cette question en public. En réalité, j'ai peur qu'ils n'osent pas. Vous oserez répondre si je vous pose la question? Oui? Allez, bah. Qui est-ce qui pense que les races n'existent pas? D'accord. Merci. Qui est-ce qui pense que les races existent? Il y en a moins. Humaine. Écoutez, vous venez d'arriver. Oui. Ce qu'on appelle race, donc, en systématique, c'est un groupe d'individus qui provient d'une certaine... J'ai dit que les classifications qui avaient été faites étaient fondées sur l'espèce au XVIIIe siècle. On ne vient pas vraiment d'une bactérie, mais nous avons un ancêtre commun avec les bactéries, ça c'est vrai. Voilà, donc en tout cas, ce que j'ai vu du sondage qu'on fait, c'est qu'il y a une majorité de gens qui pensent que les races n'existent pas, mais il y a aussi chez les humains, qu'il y a aussi des gens qui pensent que les races existent, et que effectivement cette question est une question difficile et elle est particulièrement difficile pour une raison simple, c'est que au fond, étant donné les abus qu'ont fait les biologistes sur la notion de race, et ils ont tellement, au XIXe siècle, il y a eu toute une raciologie, ça s'appelait comme ça, une science des races, dans lesquelles on décrivait les différentes races avec des caractéristiques physiques et des caractéristiques morales et des caractéristiques mentales, et où on hiérarchisait ces races. Et je pense que ça, c'est une grosse difficulté. C'est que notre société, peut-être nos sociétés, pas assez bons en anthropologie pour le savoir, ont tendance systématiquement, dès qu'on trouve une différence entre deux individus ou entre deux groupes, à faire une hiérarchie à partir de cette... Et du coup, une solution qui paraît simple, c'est de... Comme ça, pas de hiérarchie. Alors, on peut sortir du débat sur les races, on peut parler aussi des sexes. Il y a deux sexes. Bon. En général, on sait reconnaître les individus de l'autre. Et ben, la question est de savoir, est-ce que du coup, vous mettez une hiérarchie entre les deux sexes? C'est la même question, si vous voulez. Je pense que la discussion, je voudrais vous dire une chose. Je pense qui essaye d'étudier la nature et les êtres vivants. Elle peut vous dire des choses sur la façon dont les êtres vivants sont constitués, sur la façon dont ils ont évolué à partir d'un ancêtre qui ressemblait sans doute à une bactérie, mais qui n'était pas vraiment une bactérie, mais qui y ressemblait. Elle peut nous dire que les bactéries actuelles sont apparentées à nous, parce qu'effectivement, on a un ancêtre commun avec elles. Elle peut nous dire que nous sommes des apparentés très lointains de ces bactéries, des apparentés plus proches des autres animaux, des apparentés encore plus proches des singes, des apparentés encore plus proches des chimpanzés, et puis que parmi tous les humains, qui sont tous plus apparentés, bien sûr, tout ça, eh bien, il y a des groupes qui se sont un peu différenciés, et que dans les catégories classiques de la biologie, on peut appeler des variétés ou races. Maintenant, le problème, c'est que si jamais vous dites « Ah, puisqu'il y a des différences, alors il y a une hiérarchie », là, il y a un problème. Le problème, il n'est pas biologique, il est moral. Ce n'est pas aux biologistes de vous dire si vous devez être raciste ou pas. C'est à vous, en tant que... C'est votre philosophie de la vie qui doit répondre à cette question. Et moi, personnellement, je regarde cette salle et je vois des gens qui sont tous différents. Alors, si on me dit qu'ils sont tous pareils, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qu'ils sont tous pareils, en fait, ils sont tous différents et ils sont tous pareils. Et c'est ça
Intéressant. Hein, parce qu'on est tous différents. Et après, on pourrait y avoir des grands, des petits, des gros, des maigres, etc., des hommes, des femmes, des gens avec des cheveux plus clairs et avec des cheveux plus foncés. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on trouve des différences, ça vous autorise à hiérarchiser, à dire ah bah celui-là, du coup, il est mieux que celui-là? Si jamais vous êtes d'accord avec moi sur le fait de dire c'est pas parce qu'il y a une différence que j'ai le droit de faire une, ça pose plus aucun problème d'accepter l'idée qu'il y a des différences. Et notre travail, pour moi, dans la lutte contre le racisme, c'est pas la lutte contre l'idée de race. Bien sûr qu'il y a des différences et bien sûr que beaucoup de gens sauront reconnaître l'origine géographique de quelqu'un en le regardant très souvent. La difficulté, c'est pas ça. La difficulté, c'est est-ce qu'une fois que j'ai reconnu qu'il y avait des différences, je vais quand même pouvoir respecter l'autre, le considérer comme mon égal. Et ça, c'est un point qui me semble très important. Et je trouve que la lutte contre le racisme, ce n'est pas la lutte contre l'existence des différences, c'est la lutte contre la hiérarchisation à partir de ces différences. Voilà, ça c'est le premier point dont je voulais parler et dont je voulais discuter avec vous. Et je comprends bien que vous puissiez ne pas être d'accord, mais c'est ça que je voulais lancer dans la discussion. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que la difficulté pour moi, donc elle n'est pas d'ordre biologique. Le point n'est pas biologique. Le problème, il est culturel. Le problème, il est que sur Terre, il existe différentes cultures. Et que ces cultures, elles sont plus ou moins compatibles entre elles. C'est-à-dire qu'il y a parfois, dans ma culture, des choses qui vont faire que je n'accepte pas quelque chose qui se fait dans une autre culture. Je peux vous donner un exemple. En Afrique du Sud, il y a quelques années, il y avait un truc qui s'appelait l'apartheid. C'était la culture de l'Afrique du Sud. Mais beaucoup de pays au monde ont décidé que cette culture était inacceptable. Et on leur a dit qu'il fallait arrêter. On leur a dit qu'il fallait arrêter. Il y a eu des... Il y aura un temps de discussion. Il y aura un temps de discussion. Je ne vous dis pas que la communauté internationale a banni tout racisme de tous les pays. Je vous parle d'un exemple particulier. Donc la question, c'est qu'est-ce que j'accepte dans les autres cultures et qu'est-ce que j'en accepte pas? Et ça, je pense que c'est un problème très compliqué. Et d'ailleurs, je ne vais pas le traiter parce que ce n'est pas un problème de biologie. Non, pas une culture, des aspects de la culture. Oui. Vous avez raison, il y a des choses que je trouve inadmissibles et qu'on continue à accepter. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Et donc, ces problèmes de comment j'accepte ou non la culture de l'autre, ce n'est pas un problème de biologie, justement. Vous voyez, les races, c'est un problème de biologie, mais le vrai problème, il n'est pas du côté de la biologie, il est du côté de la culture. De qu'est-ce que j'accepte ou non dans la culture de l'autre. Et du coup, moi, biologiste, je n'ai rien de spécial à vous dire là-dessus. Et justement, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus compétente que moi pour en parler. Voilà. Merci. Et on va faire la discussion après, si vous voulez. Oui, vous m'entendez? OK. Donc, moi, je suis Cécile Stolin, de l'association Élan Interculturel. Et je suis psychologue, donc là, je vais vous donner une vision qui vient de la psychologie sociale et de la psychologie cognitive par rapport au racisme. Mais j'aurais besoin de vos interactions, parce que là, c'est l'éducation populaire, donc les savoirs, il faut que circulent. Ce n'est pas moi qui l'ai. Moi, je veux juste faciliter. Donc, pour cela, Aurélien, s'il te plaît, on va bouger. On va bouger. Ouais. Pardon. On va déplacer les tables. Une minute. Bien. J'ai besoin de 12 personnes. 12. Rapidement. Venez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va? 6,
7, 8. 2 minutes. Vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler. C'est pas pour parler, hein? Vous n'allez pas parler. Ne vous inquiétez pas. 8, 9, 10. OK, donc, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Bien. Donc, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux. Et vous contrôlez qu'il ferme les yeux. Hein? Ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez vous regarder. Il faut que vous vous regardiez. Et sans parler, il faut créer les bons groupes. C'est tout. C'est à vous de bouger et de décider sans parler. Vous vous regardez et il faut créer les bons groupes. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez toucher les autres et guider les autres. Vous observez, hein? Vous observez. Sans parler, et après on va voir les groupes. OK. Sans parler. Là, il y a un groupe. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Tout le monde se sent dans les groupes? Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous observez? Quel type de groupe? Vous arrivez à voir de loin les couleurs? Non? Oh. Tout à fait. Ils se sont regroupés. J'ai mis d'une façon, oui, hasardeuse, des couleurs différentes. Et là, ils se sont regroupés. Les bleus, les oranges, jaunes et c'est quoi? Rose. Dans des groupes homogènes. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le jeu des catégorisations. Catégorisation. Oui, pourquoi? Oui, pardon. Ils sont dans un jeu où, s'ils seraient dans la rue, ils se seraient rencontrés, ils ne se seraient pas du tout rencontrés comme ça. Là, par contre, ils sont influencés par ce que vous avez mis sur le front et ils voulaient savoir où vous voulez en venir. Donc, ils sont mis dans votre disposition, ils sont mis dans votre tête à vous. Et donc, ils ne sont pas dans la leur. Maintenant, si vous voulez démontrer que nous sommes tous hypnotisés, que nous faisons que obéir à des gens qui machin, là, ça marche bien. Mais pour moi, ils n'ont fait que essayer de reproduire ce que vous qui pensaient que vous vouliez reproduire. Est-ce que j'ai dit de faire des groupes par couleur? Non. OK, une autre observation. Merci. Une autre observation. C'est parce qu'ils savaient que vous aviez mis une gommette sur leur front. Ils ont cherché à savoir. C'était la dernière information qu'on leur avait donnée. Et ils ont agi sur cette impulsion. Une autre observation, une autre interprétation? Oui. Non, c'est juste le reflet de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire de groupes hommes et femmes, tout simplement. Mais ils ont fait un groupe par rapport à
des réflexes que l'on a dans nos sociétés. Celui qui nous ressemble. Il y a un autre délire encore. Il y a un autre délire. Bon, on va continuer. Pardon, on va continuer. Oui, je vais juste leur demander de s'asseoir parce qu'ils sont là et on va continuer le débat. Merci beaucoup. Merci pour avoir participé. Vous pouvez les laisser, l'enlever. On va faire une autre activité, oui, pour éveiller la curiosité. Et après, je vais vous donner des informations pour qu'on fait ça. Oui, qu'est-ce que ça montre, quelle est la métaphore et comment, dans l'associatif, on peut... Oui, là, on peut bouger. Comme ça, il le règle. Éducation non formelle, c'est comme ça. Maintenant, un autre délire. Tout le monde a un bout de papier, n'importe lequel. Merci. Un bout de papier. Essayez de partager la solidarité ici et donner un bout de papier à quelqu'un qui est à côté de vous, qui n'a pas. Bien. Tout le monde a un papier. Tout le monde a un stylo, un crayon. Bien, ok, on y va. Sans trop réfléchir, vous allez dessiner, Aurélien, s'il te plaît, les mots Rome. Rome. De la communauté Rome. Sans réfléchir. Ah, comme ça, la première image qui vous vient à l'esprit. Quelqu'un de la communauté Rome. Vous avez une image, je le sais. Vous avez une image. Maintenant, il faut la... Rapidement, la première image. Il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises images. Ça ne s'entend pas? Tout le monde... Ah, là, ça change. Oui, j'étais avec... Bien, tout le monde a dessiné, à peu près? Soyez sincères et levez la main qui, parmi vous, a dessiné quelque chose de similaire à ça. Au moins un de ces éléments. Pas exactement, mais bon, d'accord. Qu'est-ce que s'était passé? C'est de la télépathie? Non. Comment ça s'appelle? Pardon? Ah, caravane, roulotte. Ok, oui, c'est vrai. Mais, roulotte. Mais comment s'appelle, pardon, je n'ai pas fini la phrase. Comment s'appelle, oui, cette représentation? Un stéréotype. On va voir la différence entre stéréotype et préjugé. En fait, un stéréotype, oui, c'est un ensemble de caractères assez rigides, oui, qu'on applique de façon simple, de façon systématique et régulière à quelqu'un qui appartient à un groupe, justement en raison d'appartenir à ce groupe-là. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est partagé culturellement. Ça, c'est la représentation qu'on a ici, à travers les médias, oui, à travers toute la socialisation, oui, à travers l'école. Et on a construit et on partage cette représentation. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est
passé si je faisais la même activité dans un autre contexte culturel? Donc, je suis allée, ce petit accent vient de l'Argentine, hein, et je me suis dit, on va essayer. Comment? Ah bon, oui, ça c'est un autre débat. Mais on peut en parler. Bien. Donc, je disais, ce petit accent vient de l'Argentine et je me suis dit, on va essayer, je vais tester quelle image, quelle représentation pour voir si vraiment un stéréotype c'est quelque chose de culturel, partagé culturellement. Les portables, s'il vous plaît. Mais... Donc, le français. Je parle avec un accent, et ça c'est la différence, c'est ce qu'on va à travailler. Vous comprenez pas? Un traducteur, des sous-titres. Bon, je vais parler plus lentement. Ok. Ah, ce qui gêne, c'est que j'écris. Ok, c'est pas mon accent. Bien. Donc, je me suis dit, dans un contexte bien précis, entre Argentins de mon âge, 40, et je dis, allez-y, on va dessiner les mots. Je dis gitano, parce que Rome, ça veut rien dire, là-bas. Donc, je dis, dessiner, allez, on va dessiner les mots gitano. Et regardez ce qu'ils ont dessiné, presque tous. C'est quoi ça? Sur les toits, c'est quoi? Pardon. Quel est le lien entre cette voiture qu'il y a sur les toits, une boîte de conserve? Oui. Non. En fait, bon, je pourrais passer énormément du temps pour faire des liens, des associations, mais je vais vous dire rapidement quels sont les stéréotypes qu'ont les Argentins par rapport aux gitanos. En fait, là, en Argentine, oui, si vous voyez une voiture qui a une boîte de conserve au niveau du toit, du plafond, ça veut dire, c'est un code culturel, ça veut dire que c'est une voiture à vendre. Donc je vois là la voiture, je m'approche et après, je vois qu'il dit voiture 1975, patatin patatam. OK? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait les liens, oui, avec les gitanos parce qu'ils sont dans tout ce qui est les commerces. Oui, des ventes et d'achat de voitures. Vous comprenez? Bien. Mais tout ça pour vous dire que c'est un stéréotype et c'est construit culturellement. Et depuis la naissance, dans tous les processus de socialisation, on organise, oui, toute l'information dans différents types de, on va dire, tiroirs cognitifs. Ouais. Quand on va éduquer notre enfant et on va lui dire attention, c'est une cigane, il peut voler les enfants. Donc là, l'enfant va mettre, oui, les concepts de dame cigane dans les tiroirs de danger. Oh, les mamies sont trop gentilles, elles sont adorables. Mamie, oui, gentillesse. Et ainsi de suite, à l'école, à travers les médias, on organise l'information à travers ce que vous avez dit, catégorisations. Ce sont des catégorisations sociales. Et selon l'espace culturel, n'est pas la même chose être femme, jeune, noir, arabe. D'accord? Arabe en Argentine, oui, si on dit arabe, les dessins va être une belle femme qui danse avec les ventres. Ça, c'est la première image, oui, du mot arabe. Si je dis arabe, ici, l'image, c'est une autre, parce que c'est une construction culturelle, il y a une connotation. Donc, en fait, pour dire rapidement la différence entre stéréotypes et préjugés, les stéréotypes, en fait, sont plutôt neutres. Ce sont des informations très basiques. Les Argentins aiment le football. Okay? Ce n'est pas ni positif ni négatif. C'est une information basique, simple. Quand on parle de préjugés, là, il y a une connotation et une émotion positive ou négative. Ça peut être positif ou négatif. Si je dis les Argentins sont les meilleurs joueurs de football, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est un préjugé positif. Si je dis les Argentins, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de courir derrière un ballon, c'est pas vrai, mais c'est un préjugé négatif. Donc il y a des préjugés positifs et négatifs. D'accord? Ah, les Japonais, ils sont super en mathématiques. Ah, vous voyez? OK. Qu'est-ce qui se passe? Là, tout à l'heure,
on revient à l'activité, oui, qu'on a fait les groupes. Qu'est-ce qui s'était passé? On a demandé de faire des groupes et on a une tendance, oui, et c'est assez normal, et peut-être qu'après vous avez un mot à dire au niveau de l'évolution, qu'on a une tendance d'aller vers les personnes qui nous rassemblent. Il semble que pendant des années, mais corrigez-moi, on a eu besoin de collaborer, d'être ensemble, des groupes d'appartenance survivre. OK? Après, je finis et il y aura une temps de promis. Donc, et on a une tendance à aller vers les personnes qu'on connaît, on a une tendance à s'approcher des personnes qui sont ressemblables, d'accord? Et on a une tendance aussi, pourquoi? Parce qu'on apprend. Et dans notre tiroir cognitif, il y a énormément l'information que la différence peut être une menace, d'accord? La personne que je ne connais pas, oui, peut me provoquer une menace. Et donc, je vais aller vers la personne que je connais. Okay? Donc, il y a eu énormément d'expériences pour voir comment on fait pour que les groupes, oui, homogènes, parce que dès qu'il y a deux groupes homogènes, il y a des phénomènes psychologiques qui s'installent, surtout quand il y a une situation de compétition, de concurrence. Il y a, par rapport à mon groupe, c'est ce qu'on appelle les favoritismes intra-groupes. Oui, c'est-à-dire, je vais développer des préjugés positifs par rapport à mon groupe d'appartenance. Oui, parce que, quelque part, ça va renforcer mon estime de soi. Et je vais développer des préjugés négatifs par rapport à l'autre groupe, ce qu'on appelle l'exogroupe, l'autre groupe. Donc, comment on fait pour couper ces dynamiques et créer des vrais liens, oui, interculturels? Oui, couper ce développement des préjugés négatifs. Et quand on passe, un mot très important, la discrimination, quand on passe du cognitif, c'est-à-dire des représentations du préjugé vers l'action, okay, là c'est la discrimination, c'est l'action. La discrimination, c'est je ne vais pas embaucher un Argentin parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est de parler du football. Okay, là c'est un acte discriminatoire. Bien. Pour finir, quelques pistes d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je voudrais partager des actions bien concrètes que nous, on fait dans l'association et qui nous ont donné de bons résultats. Okay? Donc, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, on s'est basé sur des théories de la psychologie sociale et à partir de cela, on a développé des outils. Donc, je disais, quand il y a deux groupes qui se détestent, hein, okay, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des auteurs, des psychologues qui se sont dit, bon, le fait déjà de partager, de créer une quotidianité entre eux, ça va aider à diminuer le développement des préjugés. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a eu des expériences qui ont montré que quand aux États-Unis, et dans un groupe de blancs américains et des noirs américains, on essayait de créer des activités communes, ça diminuait un peu, oui, le développement des préjugés négatifs envers l'autre, mais un peu. Il y a eu un auteur, Sherif. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a essayé plusieurs situations et les stratégies qu'il a trouvées s'appellent but supraordonné, activité à but supraordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais trouver une activité qui motive tout le monde, oui, que soit les buts doivent être intéressants pour tout le monde et pour y arriver, pour atteindre le but, j'aurai besoin des ressources de chacun. D'accord? Et en faisant cette activité où je vais travailler la collaboration entre groupes, la valorisation des ressources de chacun, la valorisation de la différence, parce que justement, on n'est pas tous égaux, on est différents, et tant mieux, oui, mais le but, c'est de voir la différence comme une richesse. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire avec les autres différences? Comment on peut créer quelque chose ensemble? Donc, je vais vous montrer une vidéo de 3-4 minutes pour que vous voyez une expérience bien concrète qu'on avait fait avec des femmes immigrées et des femmes françaises. D'accord? Qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, chacune, on entrait par la porte de la cuisine. D'accord? Encore une fois, femme, cuisine, bof. Mais quand on m'a proposé les projets, je pensais aussi, c'est très machiste, encore une fois, les femmes, la cuisine. Mais on m'a dit, parfois, il y a des femmes que, malheureusement, ou bon, ça c'est très subjectif, c'est son espace, sa zone de confort. Et pour y aller au-delà, d'abord, oui, il faut créer des liens
Et peut-être il faut créer des liens à travers sa zone de confort pour après leur permettre d'aller au-delà de la cuisine. Et heureusement, ça a permis, ces projets, de créer des liens qui leur ont permis d'aller au-delà de la cuisine. Donc, rapidement, les projets, comment on a fait pour valoriser les ressources de chacune et de créer des buts supraordonnés? On a demandé à chacune qui apporte une recette qui tenait à cœur. Okay? On partageait, donc c'était un moment de valorisation de la culture, des codes culturels de chacune. Et après, par exemple, toi, tu apportais, dis-moi une recette que tu tiens à cœur. Le couscous, on va dire. Voilà. Le couscous, ok. Moi, je dis empanadas, c'est très typique de l'Argentine. Dis-moi une autre recette. Le pad thai. Ok, les pad thai. Avec sa recette et la mienne, il fallait trouver au moins un ingrédient de chacun. Et avec ces 3 ingrédients, il fallait créer une nouvelle recette. Ok? Il fallait trouver. Lui, il proposait l'une de ses ingrédients, moi, une de mes empanadas, c'est une autre recette. Et il fallait créer une recette. Donc, on va voir ce qui s'est donné. On peut éteindre les lumières ou vous allez vous endormir tous. Donc, là, justement, on a créé des empanadas à la japonaise avec une sauce à l'italienne, des choses très atypiques, mais c'était très valorisant pour chacune des femmes et ça a permis qu'après, elles puissent créer des liens qui perdurent encore. Oui. Ils ont commencé à faire d'autres activités au-delà de la cuisine, oui, et commencé à occuper d'autres champs d'action. Cette activité, encore, suivante, bon, là on a parlé, bon, c'est une phrase d'Einstein, là pour vous dire qu'en fait, on est tous, oui, on va regarder l'autre à travers, oui, les lunettes culturelles. Et dans ces lunettes culturelles, il y a des préjugés, des stéréotypes, des valeurs, des préconceptions, oui, que ça c'est inévitable, oui. C'est inévitable l'automatisme, mais après, passer à l'acte, c'est évitable. Okay. Bien, on continue. Juste pour dire que ce type d'expérience, ça c'est les projets qu'on vient de voir, on l'a fait à la CTU, par exemple, avec des hommes, des femmes, des jeunes de différents... Vous connaissez la cité universitaire? Bon, il y a 6000 étudiants qui habitent plus de 60 pays. Donc, on a fait la même expérience avec des jeunes et des hommes et femmes. Et après, continue Aurélien. Hein. Donc, pareil, ça a donné des très bons résultats au niveau de la création des liens. Oui, le fait de pouvoir aller au-delà de nos préjugés et au-delà de nos stéréotypes et pouvoir créer des liens interculturels à travers une activité commune. Et maintenant, on utilise la même méthodologie avec des jeunes qui habitent dans différents quartiers qui sont assez discriminés, avec la création des courts-métrages. Continue, Aurélien. Continue, ça c'est cuisine, vous avez faim, j'imagine. Ok, ça c'est un autre projet, justement, où on travaille l'identité, ce que Kamel vient d'expliquer, oui, comment l'identité peut se sentir menacée, oui, par rapport au regard négatif de l'autre. Et comment on peut faire quand on habite dans un quartier multiculturel, donc malheureusement stigmatisé, pour faire, nous, de ce quartier, une richesse pour notre identité et éviter les phénomènes qu'on appelle l'identité négative, c'est-à-dire d'incorporer les stigmates. Oui, oh, les Argentins ne servent à rien, donc j'incorpore les stigmates et du coup, je reproduis. Je reste dans un coin parce que je ne sers à rien. La fac, c'est pas pour moi. Donc justement, on travaille à travers les buts supraordonnés, la création d'un court-métrage et commune, oui, avec des différents jeunes de différentes origines, différentes histoires, pour créer un but commun et un court-métrage qu'on va valoriser dans différentes essences. Et ça aide énormément pour travailler justement l'identité, identifier toutes les ressources qu'on a et que la société ne veut pas regarder, mais nous, on les a. Et ça a un impact
positif au niveau de l'estime de soi et ça aide énormément à créer des liens interculturels. Voilà, donc là quelques pistes d'action. Maintenant je vais passer les micros à... On vous laisse la parole. D'abord, pour réagir à ce qu'on vient d'entendre. Merci pour toutes ces bonnes paroles. Moi, j'ai une annonce à faire à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour de Saint-Vincent de Paul. Et en tant que musulman, je vais prier dans la chapelle de Saint-Vincent de Paul. Donc, ayez une pensée pour lui. Ce n'est pas pour ça que je prends la parole. Je rebondis sur un truc que vous avez dit, monsieur, sur la classification et la race. Sachez qu'en islam, on nous apprend, Dieu vous a créé humain pour que vous vous mélangiez, que vous vous connaissiez, et il n'y a pas une structure pyramidale raciale, en tout cas telle que le propose l'islam. Voilà, c'est juste... Et félicitations Frédéric. J'ai envie d'en baver plus, mais je vais à ma messe. Au revoir. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que toutes les catégories dans la science systématique, sont floues. Est-ce que c'est aussi valable pour les catégories comme par exemple les invertébrés, les vertébrés, des choses qui sont vraiment très basiques Et si vous avez quelques exemples. Je vais essayer de vous répondre vite. En réalité, il y a des rameaux qui ont divergé à partir donc d'un ancêtre commun. Il y a des rameaux qui ont divergé et ces rameaux sont différents. Mais à partir d'un certain degré de divergence, il n'y a plus de mélange possible, effectivement. Et du coup, il y a des différences indéniables entre ces groupes. Le problème de savoir, après, c'est de savoir quel statut vous donnez à cette différence. Et ça reste totalement arbitraire. Vous voyez, longtemps, par exemple, on a mis les champignons dans les plantes. On avait les plantes et les champignons, ça c'était la botanique, et puis il y avait les animaux de l'autre côté. Maintenant, on sait que les champignons sont plutôt proches des animaux, plus proches que des plantes. Donc, on n'arrête pas de changer ce genre de choses. Hein. Et du coup, des catégories qui avaient l'air bien établies ne le sont pas. Mais de toute façon, effectivement, le niveau hiérarchique que vous donnez à ces... Attention, je ne parle pas de hiérarchie entre les groupes, je parle de hiérarchie entre les niveaux de classification. Ça, c'est nécessairement arbitraire. Vous savez, on a longtemps pensé que les êtres vivants, c'était d'abord des animaux et des plantes, et puis un petit peu le reste. Les animaux et les plantes, c'est juste un tout petit bout de l'ensemble de l'arbre. Donc effectivement, on est beaucoup revenu sur ces caractéristiques. On avait l'impression que c'était la plus grande différence qu'il pouvait y avoir entre des êtres vivants, c'est d'être un animal ou une plante. Et bien, pas du tout. Il y a plein de trucs qui sont ni des animaux ni des plantes. Et donc oui, on remet en cause, y compris ce genre de niveau-là. Bonsoir. Moi, j'ai une question surtout pour le premier intervenant. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a motivé à partir en Malaisie? J'ai eu une opportunité d'y aller, donc je l'ai saisie. Et puis concrètement, je vais te dire, ça me saoulait de rester en France en fait. Je ne trouvais pas ma place. Donc automatiquement, dès que j'ai trouvé l'opportunité de la fuir, je suis parti. Voilà, tout simplement. Après, malheureusement, même là-bas, au bout d'un moment, ça me manquait la France. Voilà, donc après, au bout d'1 an et demi, je suis revenu. Et voilà. Pourquoi je suis parti là-bas? Bonjour, je suis un élève de l'UPEC, donc je représente l'UPEC, l'Université Paris 12. Ce que je voulais savoir, c'est que des initiatives comme ça qui sont bien, mais ça reste de petites initiatives à de petites échelles. Est-ce que tant que
l'État ou les médias auront tellement de pouvoir, parce qu'au final, tous les enfants qui ont été, tous les Français qui ont grandi en France et qui ont subi l'éducation nationale, ouais, je dis subi pour certains. Est-ce que, c'est pas là qu'il faut agir, parce que même si dans les foyers parfois les personnes sont bien élevées dans la tolérance, tout ce qu'on veut, est-ce que tant que l'État n'agira pas en faveur de l'égalité, enfin pas de l'égalité, mais d'une véritable diversité, ça ne changera pas. Et même de toute façon aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes regardent BFM ou iTélé, et moi le premier, mais après j'ai peut-être un recul que certaines personnes n'ont pas. Mais dans tous les cas, on agit on agit sur le cerveau des gens, quoi, clairement. C'est de la lobotomisation permanente, c'est depuis qu'on est né. Et vous avez dit, dès qu'on entend un enfant entend quelque chose. Donc, comment faire à ce moment-là? Est-ce que des petites initiatives comme on est ici, est-ce que ça changera quelque chose en réalité? C'est vrai, c'est à toute petite échelle parce que déjà, c'est avec 12 participants, par exemple. Chaque atelier, on ne fait pas plus de 12 participants parce qu'il faut que ce soit vraiment interactif. Donc, déjà, pouvoir travailler l'estime de soi et éviter les phénomènes d'identité négative, menaces de l'identité, différents types de phénomènes psychologiques qui provoquent le fait de porter un stigmate. Et ça, déjà, 12, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est à toute petite échelle. Après, ce qu'on fait, on fait énormément des ateliers auprès des éducateurs, des animateurs, des professeurs. C'est vrai que l'éducation nationale, c'est assez compliqué, mais on commence à faire des ateliers dans les écoles maternelles pour travailler justement la différence comme une richesse. Oui, et le fait de pouvoir apprendre de la différence et pas l'effacer. OK? Mais bon, c'est comme ça qu'ils commencent les changements, les mouvements. Il faut faire quelque chose, au moins en petite échelle. Ouais. Non, mais c'est vrai que il y a TF1 et tous les médias, et c'est au quotidien. L'autre jour, il y a eu un incident dans les métros. Et deux jeunes qui ont tiré la signal d'alarme. Tout de suite, la police sont venus dans les métros. Et la question qu'ils m'ont posée, Madame, vous les avez vus? Non, vraiment, je ne les ai pas vus. J'étais avec mon portable. Mais à peu près, ils étaient blancs, noirs ou arabes. Voilà les trois catégorisations. Blanc, noir ou arabe. Ouais. Et là, c'est permanent. Ouais. Mais sinon, je ferme, je m'en vais, je rentre. J'ai un espoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par exemple, quand un blanc a reçu le cœur d'un noir? Il y a eu une opération. Le professeur Barnard, je ne sais pas en quelle année, a fait un transplant et puis qu'il a donné le cœur d'un noir à un blanc. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et puis d'autre part, je voudrais, pendant que j'ai le micro, je suis assez étonnée de voir que ça fait 12 ans que je suis à Paris, en France. Et alors, je ne comprends pas qu'on dise qu'on m'appelle black. Parce que moi, je dis, je n'appelle pas les autres. Ça ne m'est jamais arrivé de dire à quelqu'un les white. Et je suis super étonnée. Et puis encore, quand j'entends à la radio, par exemple, on nous appelle les hommes de couleur. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas. Voilà, merci. Je peux vous répondre. Dans mon quartier, nous, on s'appelle, c'est un Rebeu, c'est un Renoir, c'est un Babtou. Mais malheureusement, on grandit comme ça. Et je veux dire, c'est plus pour identifier la personne. Concrètement, il n'y a rien de, il n'y a pas de préjugés. Non, mais après, certains, vous allez me dire, ouais, mais entre nous, déjà, entre nous, dans le quartier, ça a toujours parlé comme ça. Et ça n'a jamais posé de problème. Ce n'est pas une question de racisme ou pas. C'est que c'est notre façon de parler. Aujourd'hui, quand on est entre nous et que, bah tiens, j'ai croisé l'autre, il était avec un Renoir.
C'est juste que c'était un Renoir. Voilà, pour nous, c'était un Renoir. Il était black. Et après, voilà, c'est resté comme ça et ça avance, ça perdure comme ça. C'est juste pour identifier. Maintenant, après, c'est peut-être malsain, c'est peut-être mauvais. Les Renois, ils nous appellent les rebeux. Et nous, on les appelle les Renois, et ainsi de suite. Les Kabyles, ils disent les Arabes, et nous, on les appelle les Bilka. Et voilà, en fait, on met des catégories à tout le monde comme ça, toute la vie, ça a été comme ça. On a grandi comme ça, et malheureusement, je ne sais pas si on va finir comme ça, mais quand je suis en Asie, par contre, on m'appelle le français. Voilà. J'y vais régulièrement, j'en reviens là, et on me parle de français, je suis français. Et c'est marrant, mais voilà, je sais pas, je peux pas vous donner de réponse. Je pense qu'effectivement, c'est très curieux qu'on dise black plutôt que dire noir. Ça n'a aucun sens. Hein. Et la raison pour laquelle ça s'est fait, elle est certainement compliquée, mais elle vient du fait qu'il y a eu un moment où les gens qui parlaient des noirs en parlaient de façon défavorable. Et du coup, il a fallu trouver un mot chose sans que ça ait cette connotation désagréable. Et c'est catastrophique d'être obligé constamment de changer les mots, parce que les mots prenant un sens mauvais, du coup, ça existe depuis longtemps, et sur les animaux, on se pose. Vous savez que le lapin, avant, il s'appelait le conil, et conil, c'est devenu con, et du coup, on ne pouvait plus appeler le lapin con, et du coup, on l'a appelé lapin. Voilà, vous voyez, donc on a changé les mots parce qu'ils prenaient un mauvais sens depuis très très longtemps. Mais effectivement, je pense que c'est dommage capable de dire, eh bien, non, il n'y a pas de raison de dire que le mot noir est quelque chose de péjoratif. Et donc, il faut pouvoir utiliser le mot noir sans que ça soit péjoratif. Moi, je pense que c'est plus courageux comme méthode, mais ce n'est pas celle qu'on emploie souvent. Voilà. Bien sûr, pareil pour arabe, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'histoire de la greffe de cœur par le professeur Barnard, effectivement, là, tout d'un coup, apparaissait le fait qu'on était quand même suffisamment proche pour pouvoir faire des greffes de cœur. Mais vous savez, ça prouve pas grand-chose. Hein. Ouais, mais ceci dit, on rêve de faire des greffes de corps de cochon sur des humains, vous savez. Donc, ça vous prouvera rien, hein, franchement. Bonsoir. Je ne sais pas si ça fonctionne. En fait, c'était juste pour revenir sur l'anecdote de madame concernant le métro, cette fameuse... Pour vous, quelle aurait été la formulation qui n'aurait pas été péjorative? En fait, afin d'identifier les auteurs, je pense que lorsqu'ils vous posent la question, c'est afin de pouvoir mener une enquête au plus efficace. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, aurait été la formulation légitime? Ouais, ça marche pas très bien. En fait, déjà, être blanc, noir ou arabe, c'est très subjectif, c'est très culturel. Si je vous montre une photo de mon copain en argentin, on l'appelle el negro, oui, tu vas rigoler, ok? Parce que c'est rien à voir avec la conception des noirs, black, blablabla qu'on a ici. Donc déjà, j'aurais pu dire avec mes lunettes culturelles, comme lui, il était noir, comme lui. Oui, parce que toi en Argentine, oui, tu serais les noirs, parce que ce sont d'autres repères, d'autres constructions. Et déjà, c'est l'effet de catégoriser et de stigmatiser, oui, parce que... Et donc, comment ça aurait dû être fait poser la question? Il était comment? Il portait quel vêtement? Peut-être quel vêtement? Il avait quelque chose au niveau des mains, et quelle couleur des pantalons? Donc là, c'est quelque chose un peu plus objectif au niveau de la couleur des vêtements. J'imagine de ce côté-là, la réponse. Je ne sais pas s'il est une bonne... Mais c'est pour montrer les catégorisations, mais que les catégorisations vont changer des groupes en groupe culturel. Et ce qui est noir ici n'est pas la même chose dans un autre espace culturel, même au niveau de la valoration, positive ou négative. D'accord? Être français, toi, quand tu te dis français là-bas et en Algérie, ce n'est pas la même chose que quand tu te dis français là. Ça change énormément la connotation. Merci. Bonjour, rebonjour en fait. Pour répondre à la question d'Adam, si je peux me permettre,
En fait, le pire des racismes, c'est le racisme qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que, pour parler des Noirs, les Noirs ne s'aiment pas. Oui, donc, moi, personnellement, j'ai été éduqué en France. Et quand j'ai été éduqué en France, j'avais honte d'être noir. Donc, que ce soit la Bible, le Coran ou l'éducation française, le noir, c'est en bas. Et donc, l'éducation qu'on a d'un noir, c'est déjà ne pas s'aimer. Donc, ça, c'est pour ça, bon, la religion, bon, c'est un autre délire. Mais... Donc, en fait, lorsque et ouais, je n'ai pas totalement répondre à la question, mais c'est vraiment, on a un problème. Oui, c'était aussi pour Kamel. En fait, on reproduit ce que l'on vit, en fait. Voilà. Et donc, on le fait sans conscience. On est dans une galère, dans une misère intellectuelle, et on reproduit comme si c'était naturel. Mais par exemple, dans la langue africaine, il n'y a pas de mot pour dire noir-blanc. On dit l'homme qui vient de tel endroit, l'homme qui dit ceci. Chez les peuples anciens, on ne désigne pas les gens par la couleur de peau. Mais maintenant, dans notre truc de mélange, comme dit monsieur, on t'a volé, bon, c'est un noir, un blanc. Ou... Maintenant, s'il n'avait pas dit blanc, oui, c'était dommageable. L'Argentine, c'est un peu dommage parce que les Argentins ont fait un génocide sur le peuple noir. Et dans l'histoire de l'Argentine, c'est une horreur ce qui s'est passé là-bas. Et à un moment donné, il y avait plus de noirs que de blancs. Ben, après, il n'y avait plus de noirs du tout. Et ça, c'est l'histoire de l'Argentine. C'est pour ça que j'ai plaisanté avec Hitler. Mais lorsque vous dites qu'on a tendance à aller voir ceux qui nous ressemblent, imaginez un noir qui part en Suède ou à Saint-Pétersbourg. Il est harcelé. Toutes les filles veulent de lui. Et ça, on le retrouve dans n'importe... Mais essayez de faire l'expérience, vous allez voir, c'est pareil pour... Donc, nous sommes... Je pensais la même chose. Et ce matin, j'étais en Finlande pour un projet. Et j'ai passé les 3 jours là-bas et j'étais avec une collègue célibataire, oui, et plutôt brune. Et du coup, elle voulait explorer, oui, l'attirance sexuelle là-bas. Et elle a posé des questions à d'autres collègues, les locales, les là-bas. Et est-ce que c'est vrai qu'ici, nous, les brunes, on est plus attirantes? Et la réponse qu'elle a eue, bien sûr, on était 3 réponses, d'accord? C'est pas représentatif, mais non, en fait, ici, on fait conserver les couleurs des yeux clairs. Où ça? En Finlande, en Helsinki. Oui, pour continuer l'espèce. Bon, tout ça pour dire que c'est pas universel. Okay. Ouais, bon, étant dragueur, et j'ai eu une période et on est sorti beaucoup, je vous assure qu'on n'avait pas de problème de ce côté-là. Et après, c'est par exemple en Suède, ce qui se passe en Suède, les filles étaient souvent attirées par leurs opposés et ça dérangeait les hommes parce que ça commençait à devenir beaucoup. Et donc il y a eu ce retour de bâton où les hommes en avaient marre des étrangers qui venaient piquer leurs femmes, en façon de dire. Mais bon, et entre eux, vous allez voir ce truc de noir-blanc, bon, peut-être ils vont déconner, mais ça n'existe pas. Et lorsqu'on parle du racisme ou la nature humaine, c'est un truc vraiment d'intellectuel. C'est les gens qui vivent dans la rue, qui vivent la vie, ça n'existe pas. Mais là, on a une éducation, et c'est là où je rejoins le jeune collègue là-bas, c'est la faute non seulement à l'éducation, religion. Parce que les religions, c'est une histoire en Afrique, on ne voit jamais d'Africains. Et donc, il y a une problématique à nous-mêmes, à tous ensemble. J'entends parler un Algérien qui dit « Moi, je suis arabo-musulman ». Je dis « L'Algérie, c'est en Afrique ». « Ouais, je suis arabo-musulman, Afrique, Algérien d'Afrique, arabo-musulman ». Je dis « Moi, je suis ivoirien, je parle français. Je ne suis pas français, je suis ivoirien ». Donc, on a vraiment un problème intrinsèque avec nos éducations qui n'ont fait que nous diviser pour mieux régner. Et tout ce cursus du racisme vient de l'éducation et n'a rien à voir avec la nature humaine, si je peux me permettre. Et donc là, on en revient à comment, tous ensemble, on peut inverser la tendance et reprendre ces codes. Pourquoi les pays arabes sont aussi racistes? Pourquoi les pays de langue arabe, ça vient d'une éducation, ça vient d'un cursus religieux, impérialiste, je ne sais où, qui fait tendance. Pourquoi les Noirs ont tendance à prier Allah ou prier Jéhovah, enfin prier tout ce qui vient de l'extérieur, ce que ne font pas les Chinois ou les Indes ou l'Hindou? Ça vient d'un manque d'amour-propre. C'est-à-dire qu'il a parlé des Kabyles, les Kabyles disent « Moi je suis berbère, la Kaïna, la Dia, reine animiste ». Ceux qui préfèrent être arabes et être fort impérialistes diront « Moi je suis arabe », parce que c'est l'impérialiste qui a gagné sur les peuples de la terre. Donc chacun choisit son camp, soumis, pas soumis, mais je pense qu'il est important aussi pour les Européens. Bien, jamais on va parler des Celtes. Nous sommes gréco-romains, judéo-chrétiens. Mais
Lorsqu'on parle de médecine, lorsqu'on parle de sagesse, mais les Celtes étaient des grands médecins, des grands sages, des grands mathématiciens. Mais on va s'inférioriser et on va dire le chiffre 0 inventé en arabe. Mais c'est n'importe quoi. Et donc, il faut que tous les peuples réapprennent et l'histoire, c'est très important. En faisant de l'histoire, discutons ensemble et enlevant tous ces codes bizarres qui nous ont influencés, qui nous ont déconstruit le cerveau. Parce que le racisme, en fait, c'est le mépris de l'autre. C'est-à-dire que c'est une éducation. Ensuite, vous avez la phobie. La phobie, c'est la peur de l'autre. Donc, je peux être négrophobe, mais pas raciste. Je peux être raciste, mais pas négrophobe. Parce qu'un raciste n'a aucune raison d'avoir peur d'un noir, puisqu'il le méprise. Donc, que c'est dommage. Moi, la façon dont a été traité le sujet ce soir, bon, si chacun voit comme il veut, vous avez décidé le sujet comme ça, c'est pas grave. Là, je vais passer le micro, mais c'est un sujet très grave qu'on peut construire facilement, simplement si nous posons les bonnes questions et si nous répondons aux bonnes questions. Oui, oui, bonjour. C'était pour revenir à ce que vous avez dit à propos des nominations du style Renoir et tout ce que vous avez dit. Okay. Je voulais vous dire que ça, en fait, ce n'est pas pareil. Moi aussi, je viens d'un quartier. Moi aussi, je connais ça. Mais ça n'a pas la même, comment vous expliquer, ça n'a pas la même signification qu'appeler un noir black. Parce que souvent, quand on appelle un noir black, souvent à la télé, souvent dans les gros médias, c'est souvent comme si c'était tabou, comme si le mot noir dégueulasse, quelque chose de sale, quelque chose qu'il fallait pas dire. Il y a toute une connotation derrière le mot noir. Comme il avait dit le collègue ici, c'est aussi inconscient. Je me rappelle avoir vu dans un site à propos de certaines origines du christianisme, dans certaines églises, et on sait que l'Église a eu beaucoup d'influence sur beaucoup de pays européens, dont la France. Dedans, on montrait, voilà ce que c'était. On montrait des anges blancs, tout blancs. On montrait un Jésus blanc, mais le diable, vous savez comment il était? Noir, avec les cheveux frisés comme un Africain. Vraiment noir. Vous voyez ce genre de connotation, ça rentre complètement dans la tête. On va dire ça pirate le cerveau des gens. C'est comme si on inversait la même chose pendant 500 ans, voire 1000 ans. Qu'est-ce qui risque de se passer? Si on avait inversé le truc et que les Africains auraient colonisé l'Europe, ça aurait dit, oui, non, les Blancs, c'est ceci, ce sont des diables, ceci. Même s'ils peuvent dire, non, je ne suis pas raciste, ça risque de rester. Puisque c'est vraiment quelque chose de fort. Faire ça pendant des années, faire ça pendant des siècles, vraiment construire ça dans le cerveau des gens. On voit ça par exemple à la télé avec certains stéréotypes, certains trucs comme ça. Il y avait un autre truc que j'avais vu sur Facebook. C'était, je ne sais pas si certains ont dit ça a l'air anodin comme ça, mais vous allez comprendre. Ce qui se passait, c'est qu'à un moment, ils avaient montré, à un moment dans le groupe, il y avait une noire qui avait tout le temps les cheveux lisses, comme si elle portait des tissages, enfin bref. À un moment, il y avait eu un truc comme quoi elle avait eu ses cheveux afro étaient ressortis. Je ne sais plus si c'était un accident de douche ou quoi. Mais ce qui s'était passé, c'était qu'elle commençait à crier. Ah non, mais normalement les vrais cheveux c'est lisse et tout ça. Après on se foutait de sa gueule, on touchait ses cheveux comme si c'était des chamallows ou je ne sais pas quoi. Comme si c'était. On peut croire que c'est anodin comme ça, mais un enfant qui regarde ça, surtout une petite fille comme ça qui n'a pas trop de modèles, parce qu'il faut dire ce qui est. Moi, je n'ai pas trop vu de modèles. Moi, je n'ai pas vu de série sur Djinga de l'Angola ou sur les Reines d'Afrique. Ça, j'en ai jamais vu. Elle pourrait s'identifier à ça. Mais je ne sais pas moi, une petite fille de 5 ans qui est noire, avec la coupe afro, en sachant comment les enfants peuvent être influençables, ça risque de la complexer. Ça risque vraiment de la complexer. C'est des trucs qui ont déjà été faits. Elle va vouloir se dire que oui, non. Attends, je peux te répondre là, n'est pas bonne. parce qu'après je vais perdre le fil. Ok, d'accord. Okay. Premièrement, je vais juste te dire, mon rapport avec le racisme, il est super simple. J'ai le racisme que j'ai connu quand je parle des Blancs,
quand je disais ouais, moi, le racisme économique, ou quand tu vas chercher du travail et que tu es un arabe et que tu déposes ton CV, on ne te prend pas parce que bon, concrètement, on n'a pas confiance en toi. Sur le CV, peut-être que tu fais bonne figure, mais après, à l'entretien, on te craint. On a peur que tu voles, on a peur que tout ce qui est lié à l'arabe de service et compagnie. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un autre racisme. C'est le racisme qu'il y a dans nos quartiers. Parce qu'à la base, ceux qui se plaignent du racisme sont aussi racistes. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, dans ma communauté, quand on dit les Maghrébins, pour nous, notre sœur, jamais elles se marieront avec un Renoir. C'est impossible. Ça ne passe pas. C'est un déshonneur. Voilà, c'est un déshonneur. Maintenant, ça, c'est culturellement, c'est ancré. Aujourd'hui, je veux dire, ma génération passée, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait plus. Il y a plus de mixité. Tu as beaucoup de familles où le père, il est Renoir, la mère, elle est Rebeu, ou vice-versa. Il y a plus de mixité. Peut-être que dans des années futures, il y aura encore plus. Et donc, ça va atténuer ce phénomène-là. Pareil pour vous, les Africains. Quand je parle africain, je parle des Ivoiriens. Vous vous détestez entre Camerounais. Les Maliens, ils détestent les Sénégalais. Les Gambiens, ils n'aiment pas les autres. Et moi, je le vois tout le temps. Hein. Et non, mais pour te dire que, voilà, donc, il y en a, par exemple, les Ivoiriens, ou pas les Ivoiriens, les Congolais, ils se sentent supérieurs aux Maliens, ils les trouvent plus indigènes et compagnie. Je te le dis. Donc, quand moi, je te parle d'un truc, je le parle parce que je le vois et je le vis. Maintenant, ce que j'ai vécu aussi culturellement, c'est aussi de voir que quand tu vas sur Paris et que à 2h du matin, tu te fais contrôler parce que, bon, voilà, tu te fais contrôler tout simplement. Ils sont passés à côté de toi, ils t'ont regardé, tu les as regardés et alors on s'est regardé. Non, t'es un rebeu, bon, vas-y, on te met sur le côté, on fouille ta voiture entière et là, on te demande ton identité. Tu leur dis, voilà, tu leur donnes la pièce d'identité. Et à partir de là, on me dit, ouais, mais toi, t'es pas français. Je fais, je suis quoi alors si je suis pas français? Et il me dit, non, t'es pas français. T'es de quelle origine? Je suis algérien alors. Il fait, ouais, mais d'où? Je fais, mais pourquoi? Tu connais l'Algérie? Et le mec, il me fait, ouais, tu trouves ta bouche là. Oh, vas-y, t'es d'où? Après, je suis d'Annaba. Après, il me fait, ouais, mais toi, t'es arabe ou kabyle? Donc à chaque fois, il me redescend, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas grave, je suis tombé sur un con. Après, tu sais quoi? Si j'avais envie de rentrer dans le système, je vais lui répondre et je vais finir en garde à vue. À la fin, il aura gagné. En fait, on cherche toujours à pousser l'autre à la faute. Et même si j'aurais répondu, j'en serais pas sorti gagnant. Donc concrètement, on reproduit toujours, je pense, à chaque échelle, on est tous un petit peu, même pas racistes en fait. Je vais dire, on est jaloux. Voilà, moi, par exemple, je pense qu'il y a des Blancs qui sont jaloux de la réussite d'un Noir ou d'un Arabe. Et ça se transforme en racisme. Et voilà, donc il y a des Noirs ou des Arabes qui sont racistes. C'est pas grave. Ouais, mais on s'en fout. Moi, mais je parle comme ça, si tu veux. Moi, non, mais c'est pas grave. Attends. Oui, bon, si tu veux. Mais c'est pas grave. Donc après, en fin de compte, même nous, après, on va dire, ouais, parce que son père, c'est un Blanc, c'est pour ça qu'il a réussi, et ainsi de suite, tu vois. Et voilà, comment on a construit, on est rentré dans la case du racisme. Voilà. Je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, et par rapport au racisme, l'impact au niveau de l'estime de soi. Juste rapidement une expérience pour que vous voyez la puissance. Aux États-Unis, à Stanford Université, ils ont passé un test d'intelligence et ils ont vu que les Noirs américains étaient moins intelligents que les Blancs américains. Donc, au niveau morphologique, fonctionnel, génétique, il n'y a pas... Pardon? Non, ça fait pas longtemps. Hein. C'est une expérience à Stanford. Non, mais cette expérience continue. Je veux continuer à se faire maintenant en France, entre les hommes et les femmes. Ça s'appelle la menace du stéréotype, le phénomène. Donc, ils ont vu qu'ils étaient moins intelligents. Ils ont dit, c'est pas possible. Donc, on va faire une expérience. Ils ont appelé un groupe de jeunes étudiants blancs américains et un autre groupe de jeunes étudiants noirs américains. Ils les ont fait passer un test d'intelligence, mais ils n'ont pas dit que c'était un test d'intelligence. Ils ont juste dit, voilà, c'est un test, il faut juste que vous regardez si c'est clair, c'est pas clair, vous le faites, mais ce n'était pas une situation d'évaluation. OK? Ils ont récupéré
Et les scores, les résultats, c'était pareil. Il y avait des bons et des mauvais résultats dans les deux groupes. Mais ils ne pouvaient pas faire une différence entre un groupe et un autre groupe. Attends, deuxième étape, je vais t'expliquer. Deuxième étape, ils ont fait la même chose, mais cette fois-ci, ils ont dit, bon voilà, c'est un test d'intelligence, courage. Donc, ils étaient vraiment dans une situation, oui, d'évaluation. Qu'est-ce qui s'était passé? Les scores étaient différents. Les résultats des jeunes noirs américains, c'était plus bas que les résultats des jeunes blancs américains. Ce phénomène s'appelle la menace du stéréotype. Qu'est-ce qui se passe? En fait, menace du stéréotype. Le fait d'être conscient qu'on appartient à un groupe stigmatisé. Oui. Là-bas, les stigmates, c'était que les Noirs étaient moins intelligents. Donc, le fait d'être conscient, déjà quand on est dans une situation d'évaluation, le stress augmente. Mais ça, c'est adaptatif. Jusqu'à un certain niveau, c'est adaptatif. Oui, parce que ça allume l'attention, la concentration, ça éveille la mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dépasse les niveaux de stress, oui, là, ça devient désadaptatif. Donc, déjà, si on est stressé parce qu'il faut passer l'examen, et en plus, il faut démontrer qu'on n'est pas si bête comme vous le croyez, qu'on n'est pas moins intelligent, ça va augmenter les niveaux de stress, ça va avoir un impact négatif au niveau des performances cognitives, on va tout oublier, et voilà, on renforce les stéréotypes, les préjugés négatifs véhiculés par la société. Voilà, je vous avais dit, ils sont moins intelligents. Donc ça s'appelle le phénomène d'identité négative. Et après, ils ont continué à l'étudier avec d'autres groupes stigmatisés, comme les femmes et les mathématiques, ici en France. Et ça donne la même chose. On donne une activité, ou en réalité, et c'est une activité géométrique, oui, mais d'abord on dit, bon voilà, c'est une activité de géométrie, et les scores des femmes descendent. Mais après, quand on les dit, c'est la même activité, un autre groupe, on a dit, voilà, c'est du coloriage, là, les performances augmentent. Okay? Parce qu'on est déjà conditionné, oui, qu'on n'est pas bon pour les mathématiques. D'accord? Mais bon, ça pour que vous voyez l'effet négatif au niveau de nos performances quand on appartient à un groupe stigmatisé. Moi, c'est une question, pour revenir un peu au sujet de la conférence sur sommes-nous racistes? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour on pourrait éradiquer le racisme, sachant que vous avez quand même démontré qu'à partir du moment où il y a des sociétés, il y a des cultures, à partir du moment où il y a des cultures, il y a des stéréotypes et des clichés sur les autres cultures. Et dans ce sens-là, sachant qu'il y aura toujours des sociétés et des cultures différentes, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'un jour les différences seront des richesses et pas des points négatifs? Et certes, on peut agir à des échelles micro, avec des associations, etc. Mais est-ce que vraiment les sociétés entières, le monde entier pourrait vraiment arrêter d'être raciste dans le sens où il y aurait toujours des cultures? Pour répondre à votre question, moi je trouve que le problème, c'est que pour imaginer que ça arrive, il faudrait quand même qu'il y ait une homogénéisation culturelle assez forte à l'échelle de la planète et on ne sait même pas si c'est souhaitable. Je veux dire que si jamais les cultures restent très différentes, alors il sera certainement difficile que chacune accepte l'ensemble des autres. Vous voulez un exemple? Dans notre culture, les mutilations sexuelles sur les enfants sont très mal vues. Il y a des cultures dans lesquelles ces mutilations sexuelles sont acceptées. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas. Quoi, les excisions, vous ne savez pas que ça existe? Et la circoncision aussi? Et la circoncision aussi? C'est ça, et puis vous allez me dire aussi qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Afrique avant l'arrivée des Blancs? Vous allez me dire que les... Oui, très bien.
Ok, est-ce que je peux juste avoir la réponse à ma question? Excuse-moi, est-ce que tu peux laisser répondre? Et donc, s'il te plaît voilà, moi je dis qu'effectivement, ce genre d'interaction négative a existé. Excusez-moi, mais vous m'avez l'air très très bon pour les clichés, vous aussi. Cliché que seuls les Blancs peuvent vendre d'autres gens? Mais vous croyez? C'est vous qui avez dit ça, non? Non, pas des Blancs. Mais moi, je dis qu'effectivement, entre les Bantous et les Pygmées, il y a eu des rapports extrêmement inégalitaires avant que les Blancs arrivent en Afrique. D'accord, effectivement, je n'ai pas d'autre preuve que la description par des voyageurs, pas encore des colons, qui ont décrit ce genre de choses. Alors maintenant, je vous défie de trouver un texte africain qui dise le contraire. D'accord, merci. Je crois que je peux avoir une réponse à ma question, merci. C'est bon? T'as fini? Non, mais parce qu'on est dans une discussion, donc chacun son temps de parole aussi. La réponse à madame. Monsieur là-bas, il faut répondre. Non, mais je voulais vraiment une réponse. Tout le monde puisse parler, là. Pas que toi, Moulanjo. Moulanjo. Ok. Tout ce que tu le sais. Oui, mais tranquille, Moulanjo. Tu laisses devant parler, tu le sais. Tu me dis, est-ce que j'avais pas parlé ça aussi? Bonsoir. Alors moi, c'est pas vraiment une question que j'ai, c'est plutôt pour revenir un peu aux actions que vous proposez. Moi, je suis directrice d'une MJC, donc je travaille en MJC depuis longtemps. Et nous, on a eu ce problème sur le racisme de notre côté, c'est-à-dire que moi, c'est un petit village où il y a eu une grosse montée de l'extrême droite et des groupuscules relativement forts d'extrême droite. Et nous, on a eu beaucoup de difficultés à travailler là-dessus, etc. On fait beaucoup d'actions, on en fait encore, les choses se sont un peu calmées. Après, moi, ce qui me travaille un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on organise des conférences comme aujourd'hui, c'est super. Des actions, des ciné-débats, des théâtres-forums, enfin plein de types d'actions. La majorité des gens qui sont présents à ces rassemblements, ce sont des gens qui sont déjà convaincus ou qui ont déjà fait une réflexion sur eux-mêmes ou qui savent ce que ça signifie, qui savent déjà qu'ils sont racistes ou qu'ils ne le sont pas. Et c'est très compliqué d'aller au contact. Enfin, voilà, le travail, je pense, le plus important dans ces actions-là, c'est d'aller voir ces gens-là, quoi, d'aller les voir sur place, là où ils sont, dans leur rassemblement. Et voilà, parce qu'en fait, en tout cas, nous, on a du mal à faire ça, c'est-à-dire à les faire venir à nous, quoi. Parce qu'ils savent très bien à quoi s'attendre, ils savent que c'est des leçons de morale, et que de toute façon, eux, ils sont pas racistes, et qu'ils ne voient pas le problème, quoi. Ils sont pas racistes, ou s'ils le sont, ils ont des bonnes raisons de l'être, et voilà. C'est juste ma question de est-ce que vous avez des solutions ou pas, parce que pour moi, c'est la plus grosse difficulté, c'est de toucher les gens qui ne sont pas convaincus, justement. Juste pour dire, oui, on essaye, parfois ils nous ferment les portes, mais je suis contente de pouvoir faire ce type de formation auprès de la préfecture de Paris. Ouais, que c'est un gros challenge. La préfecture, les préfets qui accueillent les primo-arrivants, oui, de travailler tous les stéréotypes, tous les préjugés, et puis travailler cette idée qu'il ne faut pas crier, oui, pour que l'autre comprenne. Donc, bon, on essaye, justement, je suis complètement d'accord avec toi, qu'il faut y aller là où on en a vraiment besoin. C'est parfois difficile, mais bon, on est dans cette piste-là. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour toi, Kamel. Donc, du coup, la société n'a pas été tendre avec toi. Tu as eu une expérience assez rude. Faut dire ce qui est. Ouais, excusez-moi. Donc, tu as eu une expérience qui a été assez rude. La France n'a pas été tendre avec toi. Je parle de la France au niveau de la société française, pas des gens, etc.
Donc du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu subir, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui sentir français ou qu'est-ce qui te fait que tu es français aujourd'hui? Tu veux que je te dise franchement? Concrètement, moi aujourd'hui, comment je me sens français? Je vais te dire, suite à mes voyages, concrètement, j'ai dû sortir de la France pour comprendre où était ma place. Parce que déjà au début, je ne savais pas qui j'étais. Ni en Algérie, en étant algérien. Je suis allé en Algérie, j'ai été rejeté, pas rejeté, mais jalousé. Et donc, parce que les gens me pensaient que je vivais comme les Français pour eux, donc avec tous les clichés qu'ils ont sur les Français. Et après, en allant en Asie, par contre là, on m'a pas demandé d'où je venais. On m'a juste dit, ouais, t'es français, tu vis en France et tout. Et carrément, je veux te dire, carrément, je pouvais parler de ma culture française plus facilement et plus aisément que mes origines algériennes. Donc automatiquement, pendant 1 an et demi, en étant là-bas, après j'ai fait d'autres séjours, j'ai fait 2 ans après à faire la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, où j'ai aidé les ONG, j'ai rencontré des gens de tout type, et à chaque fois, pareil, j'étais content de découvrir la culture française, je leur parlais de la France, de ce que c'était, les villes françaises, ses charmes et tout ça, avec aisance. Donc automatiquement, quand tu rentres en France, après tous ces voyages-là, je vais te dire, tu n'as pas d'autre choix de te dire, moi je suis français, ouais, je suis français. Après, celui qui veut qu'il l'accepte, il l'accepte. Celui qui ne veut pas l'accepter, tant pis. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, c'est le dernier de mes soucis. Mais je suis né, en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai pas le choix. Tu veux que je sois quoi d'autre? Ouais, la culture, ouais. À la limite, j'ai envie de te dire, si j'étais né aux États-Unis, je t'aurais dit, ouais, peut-être aux États-Unis, je suis américain, je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vécu en France, j'ai fait mes classes en France, j'ai connu mes premiers amours en France. J'ai pas d'autre choix que d'être français, quoi. Je veux dire, tu peux pas me mettre ailleurs qu'en France. Je parle mieux le français que l'arabe, je parle mieux le français que l'anglais, que le thaïlandais. Je m'habille comme un français. J'ai du style comme les Parisiens, je sais pas. Je suis romantique comme un français. Voilà, moi, je vais te dire la vérité. J'étais en Asie, je serrais des filles parce que j'étais français. Et ils voulaient goûter au charme français, au French kiss, tu vois. Ils ne voulaient pas goûter au French Algerian kiss, je sais pas quoi. Tu vois, donc voilà. Et ça s'est imposé à moi, tout simplement. Après, maintenant, tu vois, moi, je suis président d'une association à Créteil où j'ai des jeunes en insertion, encore pas en insertion, je les amène via le sport. Je les amène à moi à travers le sport. Et qu'est-ce que je fais? Je leur casse tous les clichés qu'ils ont justement sur le fait d'être malien, sénégalais, algérien, tout ce que tu veux. Hein. Je les casse par rapport à leur idée reçue. Parce que, par exemple, quand tu leur parles de... Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire d'un joueur de foot qui s'appelle Fekir, qui avait le choix entre la France et l'Algérie, et qui a choisi la France. Et il a été insulté par tous les Algériens parce qu'il avait choisi la France, tu vois. Malheureusement, moi je le comprends qu'il ait choisi la France. Il a joué qu'en France, ce mec. Il a connu que la France, il joue qu'en France. Et voilà, donc on casse les clichés à travers des travaux avec les jeunes de quartier, en les amenant, en les ouvrant à la culture française. Parce que le problème, c'est que les quartiers, ils sont tous sauf culturels. Les seules activités qu'on propose à ces jeunes-là, c'est du paintball, du karting, du foot, du basket, pas de musée, pas de sortie dans la nature, pas de visite de ville ou de... Et malheureusement, on les cloisonne dans leurs préjugés et on les laisse comme ça. Et à la fin, on a des purs produits de délinquants, de gens qui s'engagent dans des causes qui ne sont même pas leurs causes et qui ne comprennent pas pourquoi ils s'engagent, mais ils y vont parce qu'ils ont besoin de s'identifier à quelque chose. Voilà, tout simplement. Bonsoir tout le monde. Je voudrais revenir sur les actions à faire, parce que je pense que on est tous d'accord, le racisme il est bien présent. Je pense que c'est cette prise de conscience du coup que le racisme il existe. C'est aussi notre responsabilité personnelle. C'est pour faire changer les choses, c'est peut-être excusez-moi. Pour que les choses changent peut-être, ça serait que chacun agisse au quotidien. Bon, je dis
ça, c'est peut-être facile, hein, mais essayer de laisser passer le moins de choses possible. Excusez-moi, je m'exprime un peu difficilement, j'ai du mal à prendre la parole en public. Mais là, je perds mes mots. Ouais. Bah, c'est que oui, voilà, maintenant que nous, on a pris cette conscience que le racisme est bien réel et que bah, c'est un mal pour la société, le faire comprendre aux autres, l'exprimer quand on a conscience, quand on le voit, le faire prendre conscience aux autres ce mal. Enfin, c'est une idée, c'est peut-être utopiste, mais c'est déjà un premier pas peut-être. Ça a été un premier pas, mais je t'encourage à essayer d'aller au-delà et d'essayer d'écrire. Tu travailles dans le milieu associatif. Ah, ok. Bon, mais le fait de prendre conscience, c'est déjà une première étape très importante, mais après, d'aller au-delà et d'essayer de créer des travails, des collaborations interpersonnelles avec des groupes hétérogènes, tu vois. Et donc, ça aide beaucoup plus à diminuer les préjugés négatifs, l'action même. Par exemple, au travail, où l'individu lambda, il ressort des stéréotypes, des clichés. J'ai plus la définition, je ne sais pas c'est quoi le mot le plus adapté, mais lui faire comprendre que du coup, lui, il est autant différent qu'une personne qui lui ressemble. Et que ce qu'il lui dit, ça véhicule, ça entretient ce système où on est d'accord, il est pas bien. Enfin, ça entretient la haine et tout ce qui en découle. Et c'est ce genre de quotidien que je parle, c'est que quand on voit que quelqu'un est dans l'erreur, parce qu'on peut dire que c'est une erreur, lui faire comprendre que c'est pas juste. Et je pense qu'à partir du moment où on a pris conscience de cette réalité, c'est de notre responsabilité personnelle de faire en sorte que les choses changent. Après, c'est à moindre échelle, on s'implique de la manière qu'on veut. Par le milieu associatif, c'est la plus grande action qu'on peut faire. Mais par le dialogue sur les actes qu'on voit qui sont racistes, c'est là-dessus qu'en tant que petit individu, on peut intervenir. Faire comprendre que non, je ne suis pas d'accord avec toi, non, on est tous différents, mais on est aussi tous pareils, on est tous humains, et ça peut avoir ce genre de message. Une autre question. Alors, j'ai noté que dans le cours des interventions, quelqu'un a dit, je crois que c'est Kamel, qui disait que les choses évoluaient lentement et qu'après plusieurs générations, les choses auront encore évolué. Je souscris volontiers à ce point de vue. J'aurais une question pour le biologiste, par contre. Est-ce que la biologie s'est intéressée à l'influence du climat sur la civilisation? Je veux dire par là que nous avons tous appris, je crois, que l'origine de l'humanité se situe justement sur le continent africain. Or, aujourd'hui, disons, les populations qui sont regardées comme les plus avantagées se situent sur les continents européens et américains, je crois. Est-ce que le climat aurait quelque chose à voir, du point de vue du biologiste, dans cette situation? On n'a pas énormément de recherches là-dessus, mais on n'a pas d'éléments pour penser ce que vous dites. Ce qui est clair, c'est qu'en Afrique, il y a eu donc une origine de Homo sapiens, notre espèce, donc, qui a été certainement avec beaucoup d'ethnies différentes, que certaines ethnies ont migré vers le nord et d'autres ont migré vers l'est. Celles qui ont migré vers le nord, chemin faisant, ont rencontré l'homme de Néandertal. Et l'homme de Néandertal, il y a des gens qui pensent que c'est une autre espèce et d'autres qui pensent que c'est la même espèce. Ça se discute. De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'ils ont fait des bébés ensemble, les Homo sapiens et ceux de Néandertal, et que nous avons, nous, Européens, tous des gènes de Néandertal dans notre génome. Ça, maintenant, on le sait. Quant à ceux qui sont partis vers l'Est, ils ont rencontré l'homme de Flores, et même chose, ils ont copulé avec, et donc il y a des gènes d'homme de Flores dans les Asiatiques. Donc de toute façon, il y a des différences génétiques, si vous voulez, liées à toutes ces histoires. Et l'action du climat elle-même, très sincèrement, on n'a pas d'éléments forts pour
pour dire que ça va jouer. Et si jamais ça jouait sur les civilisations, vous voyez bien que ça pourrait bien ne pas être biologique du tout. Il est fort possible évidemment que le climat joue sur les civilisations. Parce que si jamais il fait froid une grande partie de l'année, ben, votre civilisation, ça va être une civilisation dans laquelle on va se prémunir contre le froid, alors que s'il fait chaud, c'est pas la peine. Donc évidemment, il va y avoir des changements socio-culturels liés au climat. Maintenant que ça fasse que telle société est plus dominante que telle autre, on n'a pas d'élément fort pour le dire. Voilà. Je suis là. Allô, oui, c'était pour venir avec au petit. C'est pas pour provoquer une embrouille ou quoi, mais c'était pour venir au petit débat houleux qu'il y avait eu un petit peu en bas à propos de l'histoire, comme quoi il y aurait eu de l'esclavage en Afrique. Avant de venir là où je veux aller, cette histoire, je la connais aussi. J'ai lu beaucoup de ce sujet. Il y avait effectivement de la servitude, mais on ne pouvait pas parler d'esclavage. Parce qu'un esclave grec, romain, dans le sens anglais, ou aussi si vous voulez, un esclave n'a aucun droit. Aucun. Il ferme sa gueule, il se fait fouetter, il est traité comme un objet. Alors que les prisonniers de guerre à l'époque avaient des droits et pouvaient aller porter plainte chez le chef si l'autre le traitait mal. Et il n'avait pas le droit de le castrer. Il pouvait faire sa servitude pendant 5 ans. Il pouvait, on va dire, monter en grade et pouvait même épouser la fille de son chef. Est-ce qu'un esclave pouvait faire ça avec la fille de son maître? Soit il aurait fini pendu, soit on l'aurait dégagé très loin dans le désert, comme ça on ne le voit plus. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que cette histoire qui a été relatée pendant 10 fois, 10 000 fois, 10 000 fois, 10 000 fois, est quelque chose qui a fait partie de l'endoctrinement. Parce que quand on dit, en Afrique, c'est eux-mêmes qui ont vendu, c'est de leur faute. Oui, non, les Vietnamiens c'était des méchants, des choses comme ça. C'est pas mais ça rentre pour des. Ça rentre. En plus, ça fausse complètement. On met les définitions européennes qui avaient été faits en Grèce et tout ça, mais qui parfois ne savent pas. Et ça, c'est un problème. Personnel, c'est qu'il faudrait réinformer les gens en essayant de renseigner sur les termes de ce que veut dire, par exemple, qu'est-ce que c'était la servitude en Égypte, parce qu'on parlait d'esclavage, encore une fois, ce n'était pas l'esclavage dont on parlait au sens propre du terme, comme on le connaît, avec les coups de chicotte, les coups de pendaison, des trucs comme ça. Il y a même des liens sur ça, il y a des vidéos YouTube. Là, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à réinformer, et ça, c'est très bien. Pour combattre le racisme, pour vous, ne vaudrait-il mieux pas d'abord commencer à réinformer à la source, puisque tout commence à la base? Si on essaie de dire « Oh, le racisme, oui, ce n'est pas bien, c'est mauvais, oui, il faut régler le problème, on est tous frères, on est tous frères », mais si on reste dans des trucs comme ça, et qu'on est bloqué déjà mentalement, ça ne fonctionne pas. Donc, selon vous, comment faire? Rapide, courte. Bonjour. Pour rebondir sur la dernière remarque et sur plusieurs remarques qui sont passées aussi, c'est vraiment l'impact en fait du passé colonialiste sur nos imaginaires aujourd'hui. Et surtout, je pense ce dont on n'a pas conscience, c'est la durée que ça a eu. Donc ça a vraiment duré pendant plus d'un siècle et demi. Et donc pendant plus d'un siècle et demi, on nous rabâchait que les races déjà qu'on avait créées et identifiées étaient inférieures à nous. Et je pense effectivement que c'est pas à partir d'un moment où on reconnaît un certain passé raciste et des comportements racistes qu'on l'a déconstruit entièrement. Et ce qui maintient vraiment, je pense, le racisme aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande part qui est encore inconscient, même chez les gens qui en ont conscience, justement. Voilà, c'est tout.
vous parle à vous, monsieur, parce que vous êtes ici, vous êtes un homme du peuple, qui voulait parler à un peuple. Et moi, personnellement, quand je vous entends parler, ça m'écorche, ça me fait mal. C'est-à-dire que j'ai très très mal. Lorsqu'un salaud me fait du mal, je dis bon. Mais lorsque quelqu'un de bien me fait du mal, ça m'attriste. Et des gens bien comme vous dites des choses, ça, aujourd'hui, en 2018, on n'en peut plus. Lorsque on parle de l'histoire de France, l'histoire de l'Asie, la moitié de la France était noire. La moitié de l'Asie était noire. La moitié de la Chine était noire. Donc de dire, oui, les hommes sont descendus du sud de l'Afrique pour remonter. Mais la dernière petite ère glaciaire, elle s'est passée qu'à un certain moment, la Terre elle a tourné. Donc la France, qui était un pays de cocotiers, est devenue le pays qu'on a aujourd'hui. Donc il y a toute une histoire géographique qui s'est passée. On le sait tous. Vous en êtes au courant. Maintenant, il faut informer aux gens, dire aux gens que la Terre que nous avons aujourd'hui n'est pas celle qu'il y avait hier. Les Noirs ne sont pas sortis d'Afrique, ils étaient déjà là. Donc après ce qui s'est passé, lorsqu'on a commencé à inventer les religions, là le racisme est arrivé et on a séparé les gens de couleur. On a mis les blonds tête carrée là, les blonds tête ronde là. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire qu'on doit tous s'enseigner. Voilà. Voilà, merci. Dire les Noirs sont sortis là, montés là, à un moment donné, ça suffit. On n'en peut plus. Un mot. Quand on a mal, on dit des mots. Et l'être humain, s'il se considère comme être humain, doit mettre de côté la race parce que dans son cœur, il y a l'arc-en-ciel. Et c'est ça qu'il faut propager. C'est la paix et c'est l'arc-en-ciel interne que chaque personne a. Il n'y a pas de blanc, ni de noir, ni de vert, ni de rouge. C'est des défauts de pigmentation. Ça s'appelle la mélanine, comme mon nom, mélanine. Merci. Arrêter les interventions et du coup laisser un dernier mot aux intervenants invités. D'accord. Bien, dernier mot, et je rebondis sur ce que tu as dit concernant l'importance de l'histoire et les histoires des colonisations, les histoires politiques au niveau des catégorisations. C'est pour ça que être arabe ici, ce n'est pas la même chose qu'être arabe en Amérique latine, oui, parce qu'il y a d'autres histoires de colonisation, des guerres, etc. Donc, elle a un autre impact au niveau des liens et au niveau de l'identité. Mais bon, le message, oui, c'est d'encourager à aller vers l'autre, oui, et de vivre des chocs de culture, pas les éviter, oui, de les vivre comme une source d'apprentissage, de richesse, d'aller à la rencontre, parce que c'est la seule façon de pouvoir casser nos stéréotypes, nos préjugés. Et si on fait des choses ensemble, tant mieux, c'est encore plus puissant. Je suis désolé si j'ai pu vous blesser, c'était vraiment pas le but, vous vous en doutez. Je voudrais dire que moi, je pense que l'une des difficultés, c'est que les humains sont tous capables comme de choses très bien, et que malheureusement, il n'y a pas un seul peuple dans le monde qui ait jamais fait d'horreur. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, le résultat, c'est qu'il faut un travail collectif, effectivement, pour arriver à progresser. Et évidemment que si j'ai la stigmatisation de l'autre comme étant celui qui fait les erreurs alors que soit on ne les fait pas, ça ne sera jamais la bonne méthode. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et j'espère qu'on avancera dans ce sens-là. Mais ce n'est pas facile, parce que c'est toujours plus facile de penser à l'autre. Merci. Moulanjo. La tolérance, s'il te plaît, Moulanjo. Attends, je termine. Moulanjo. Voilà, merci. Écoutez, merci d'être venu en tout cas. Ça fait plaisir. En tout cas, je vois qu'il y a des gens à qui c'est profond, quoi. Il faut juste que moi je vous dise un truc. Peut-être qu'un jour on sera tous mélangés, on se donnera du café au lait, mais il n'y aura plus de problème. Pour l'instant, malheureusement, on est encore. On trouvera d'autres solutions. On trouvera toujours un moyen de détester l'autre ou de mépriser l'autre. En tout cas, essayons de nous-mêmes, autour de nous, d'être tolérants, d'apprendre aux gens d'être tolérants.
Et peut-être que petit à petit, comme ça, et de fil en aiguille, la société changera. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tant que les médias, pour moi personnellement, tant que les médias ne changeront pas leur vision de traiter l'information quand c'est un noir ou quand c'est un arabe, et concrètement, dans la conscience des gens, je pense que si demain je me laisse pousser la barbe, je ne serai pas un hipster, mais je serai plutôt un islamiste. Et c'est triste à dire, et c'est un peu le constat que j'ai aujourd'hui. Et donc, malheureusement, si on n'avance pas, nous, et en effaçant ces clichés-là, ben, concrètement, il n'y aura pas d'autre solution que de se laisser porter par la vague. En conclusion, merci à tous d'être venus. Vous avez la forêt de témoignages. Vous avez un couscous à prix libre à la lingerie en venant de l'Université populaire. Vous avez 40% de réduction jusqu'à 20h30, donc dépêchez-vous. Sinon, rendons quand même le possible qui tourne en boucle sur les médias, comme tu disais, Kamel, impossible, et que cette université populaire soit une pierre lancée, un acte gratuit, quelque chose qui va rajouter à la force, qui un jour fera chavirer les civilisations. Le racisme, comme le reste, n'est pas une fatalité, et nous pensons que la connaissance, nous prenons la connaissance et nous prenons l'action pour ça. Et en conclusion, pour paraphraser Laurent Zacchio, nous en avons assez d'entendre brailler en plein vent ce bavardage humain. Nous voulons que le monde sache qui nous sommes et qui il est. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la séance sur le travail avec Bernard Stiegler, Jean-Luc Muller et Félix Rucker. Que des heures.